La guerre est une des choses les plus horrifiantes qui puissent exister. Parmi les événements humains, la guerre se retrouve être quelque chose d'assez atroce à tous les coups. Depuis la nuit des temps, les hommes se battaient. Les conflits existaient depuis fort longtemps, depuis l'époque des royaumes antiques jusqu'à nos jours actuellement. La guerre est devenue une activité qui a des règles de gestion. Bienvenue sur Se Former pour Réussir, la chaîne de Pôle Logistique. Et si c'est votre première fois de suivre une vidéo de cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à rester câblé en activant la cloche des notifications, parce que ici, nous parlons suffisamment de sujets qui nous permettent de pouvoir mieux nous former pour réussir. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question ou une thématique cruciale, celle de la logistique de guerre. On ne le dit pas assez souvent et cela ne ressort pas régulièrement quand on parle de guerre. Mais la guerre, c'est une question logistique. En temps de guerre, les amateurs parlent de stratégie, pendant que les professionnels parlent de logistique. Ceux qui gagnent des guerres sont ceux-là qui ont gagné la bataille logistique. Vous allez comprendre tout de suite ce que je suis en train d'expliquer quand je vais rentrer dans certains détails. Je reviens sur cette image. Vous avez ici une colonne de chars. Évidemment, nous sommes en Ukraine. La guerre russo-ukrainienne a commencé il y a exactement 11 mois maintenant que cette guerre est en cours. Nous sommes en janvier 2023. Et il y a 11 mois déjà que cette guerre est en cours. Durant toute cette guerre, il y a eu énormément de batailles, mais les plus pertinentes étaient des batailles logistiques. Vous allez comprendre. Les termes de livraison d'armes vont être le premier enjeu dans cette guerre-ci. Fournir des armes à l'Ukraine est une question logistique. Si les armes constituent des éléments vitaux pour l'Ukraine dans cette guerre, bien évidemment, parce que ça permettrait d'équilibrer le rapport de force un tant soit peu, il faut l'avouer. Pouvoir se doter de ces armes, pouvoir avoir une fourniture en armement est tout autre chose. Et ici, il faut reconnaître que une stratégie logistique assez poussée est déployée. Déjà, nous sommes en train de parler de la logistique. Et la logistique est née avec la guerre. C'est pourquoi l'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre quelles ont été les inventions logistiques qui ont vu le jour avec l'évolution des conflits humains, malheureusement. Voilà, on va le dire comme ça, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup d'inventions logistiques qui ont vu le jour qu'avec les conflits. Alors, pendant les guerres, on fait tout pour occuper le terrain au plus vite. Nous sommes en train de voir là toujours une livraison d'armes qui va se faire dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et je parlais de l'aspect logistique qui représente la fourniture des armes. On déploie beaucoup de stratégies pour pouvoir aujourd'hui fournir des armes à l'Ukraine, notamment à travers un certain nombre de corridors, un certain nombre de pays, la Pologne par exemple, et beaucoup d'autres pays en Europe qui servent de base arrière logistique pour à la fois les pays de l'Union européenne qui veulent soutenir l'Ukraine et en même temps de l'autre côté les États-Unis qui veulent soutenir l'Ukraine. Le sujet ici aujourd'hui, c'est parti de l'exemple de la guerre en Ukraine pour montrer ce que représente en fait la logistique de guerre et en quoi est-ce que cela constitue un élément capital lorsqu'il faut gagner des guerres. Je le disais tantôt, et cette phrase, je la tiens d'ailleurs d'Idriss Aberkan qui disait que dans l'une de ses conférences, qu'en temps de guerre, les amateurs parlent de stratégie, alors que les professionnels de la guerre parlent de logistique. Il suffit de pouvoir couper tous les ponts d'approvisionnement. Il suffit de réussir à handicaper, à stopper, à verrouiller les accès d'approvisionnement de l'ennemi ou d'une partie belligérante au cours d'une guerre pour gagner la guerre. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. On peut comprendre que en Ukraine, quand on regarde l'actualité, l'une des choses qui pèse le plus dans cette guerre, c'est les infrastructures qui se détruisent. Alors là, pour gagner la guerre, il faut détruire des infrastructures, mais pas n'importe lesquelles, surtout des infrastructures stratégiques, hautement stratégiques, notamment les infrastructures liées à la logistique. Et là, on a clairement les
passages, les ponts, les routes, les rails. C'est pas anodin. C'est quelque chose qui se faisait depuis avant la guerre en Ukraine. Là, nous avons le pont de la Crimée qui a été bombardé. Alors, si vous suivez l'actualité, vous savez sans doute la suite. La Russie a répondu, a riposté en bombardant environ 2 à 3 ponts en Ukraine également. Et en même temps qu'on essaie de couper les issues, les passages, les canaux, en même temps on essaie de maîtriser les passages et les canaux. Vous allez voir que au début de la guerre, les Ukrainiens ont tout fait pour que le pont qui traverse le fleuve qui sépare l'Ukraine en deux ne soit pas contrôlé par les Russes, par la partie russe, parce que cela leur donnerait un pouvoir immense dans cette guerre. Alors on continue toujours avec cette stratégie qui cherche à affaiblir la logistique de l'ennemi. Tant qu'on peut arriver à couper les approvisionnements de l'ennemi en chars, en vivres, en armes, en carburant, alors on peut réussir donc à gagner la guerre. Et ça, c'est fondamental. C'est tellement fondamental que les chiffres qui sont liés à cela vont être ahurissants quand on va prendre le cas de la Seconde Guerre mondiale. Ici, durant cette vidéo, je vais m'atteler pendant quelques minutes à vous présenter des données, des chiffres sur ce que constitue la guerre ou la Seconde Guerre mondiale de façon réelle et quel a été le rôle que la logistique a joué et continue de jouer en tout temps de guerre pour le succès de celui qui va remporter la guerre. Il faut gagner la bataille. Et s'il faut gagner plusieurs batailles, la plus évidente, c'est celle de la logistique. En temps de guerre, on va faire sillonner et armement et véhicules naturellement, approvisionnement en carburant régulièrement, on va approvisionner en matériel médicaux naturellement, en nourriture, mais aussi et surtout en hommes. Pour comprendre cet aspect, si vous comprenez un peu ou si vous avez suivi un peu l'historique de la guerre en Ukraine, vous allez voir que des mois, au moins 6 mois à l'avance, avant le démarrage de la guerre, avant le début de l'invasion russe en Ukraine, la Russie a commencé par amasser des centaines de milliers de troupes aux frontières de l'Ukraine. Donc ceux qui avaient suivi l'information à cette période-là s'en souviendront. Parce que le déplacement des troupes est quelque chose qui doit être stratégique. Or, le déplacement de troupes est une activité logistique. Il faut savoir occuper le terrain au plus vite. Ça, c'est le rôle que joue en partie ou en première partie la logistique en temps de guerre. Et c'est pour ça que très tôt, les Russes ont commencé par amasser des troupes aux frontières ukrainiennes. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire entre la Russie et l'Ukraine, vous savez sans doute que il y a déjà une forme de tension qui existait, notamment les tensions qui ont explosé en 2014, toujours entre la Russie et l'Ukraine, par rapport à la Crimée, ce qui a donné finalement lieu à l'annexion de la Crimée. Et d'ailleurs aussi stratégique parce que cette ville-là représente un point logistique pour avoir accès à la mer Noire, tout simplement pour la Russie. Et donc, amasser des troupes, pouvoir déplacer des troupes, les faire occuper le terrain le plus vite est une question qui repose sur un succès logistique. Et donc, voilà autant de matériel, ce qu'on va appeler l'industrie de guerre, autant de matériel qui se déploie et qui est soutenu par une logistique qui permet à la partie qui le déploie de réussir. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons déjà 5 phases, parce que nous allons étudier la Seconde Guerre mondiale de façon cartographiée pour comprendre quel rôle la logistique y joue. On a 5 grandes parties. On a la phase de Blitzkrieg de 1939 à 1941. Ensuite, on a la phase d'expansion de la guerre de 1941 à 1942. Et à la troisième partie, nous avons la phase de stabilisation de la guerre de 1942 à 1943. Ensuite, on a la phase de l'avancée 44 à 45 et la phase de capitulation qui est entre avril et mai 1945. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir déjà sur ces différentes phases? Il faut noter que les armées ont dû s'adapter à des terrains et des climats différents, tout en s'efforçant de maintenir des lignes de ravitaillement efficaces. Les stratégies logistiques étaient souvent déterminantes pour la réussite ou l'échec des campagnes militaires, pour la préparation et la mise en œuvre de la guerre. Notamment, vous retenez que la guerre a été clairement déclenchée par les Allemands. Et les Allemands ont notamment utilisé une logistique très efficace pour lancer des offensives rapides en Europe de l'Ouest.
tandis que les soviétiques ont dû faire preuve d'ingéniosité pour maintenir leur effort de guerre malgré les destructions massives infligées par l'invasion allemande. Les Alliés, quant à eux, notamment donc la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont mis en place des systèmes de transport et de distribution sophistiqués pour assurer leur propre ravitaillement et celui de leurs alliés, notamment en utilisant les convois de transport en mer pour contrer les U-boats allemands. En somme, à cette étape, la logistique a été un élément clé de la conduite des opérations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale et a joué un rôle décisif dans le succès ou l'échec des différents belligérants. Et on sait clairement en fait que bon voilà, à la fin, les gros perdants ont été, n'est-ce pas, donc tout simplement les Allemands. Alors on va essayer maintenant de comprendre à quoi a consisté chaque phase de la Seconde Guerre mondiale et concrètement quel a été l'enjeu logistique à chacune des phases. Revenons donc pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Là, on va faire un peu de l'histoire en fait avec de la logistique. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de comprendre les faits. Alors, la phase de Blitzkrieg, 1939 à 1941, les Allemands ont lancé des offensives rapides et dévastatrices en Europe de l'Ouest, en utilisant une combinaison de chars, d'avions et de troupes motorisées. C'est important que vous reteniez chacun des éléments qui ont été déployés en termes logistiques. Alors, avions, chars, n'est-ce pas, des troupes motorisées qui utilisaient des motos. Bon voilà, aujourd'hui, pour faire la petite parenthèse, hein, c'est ce qui se passe avec les djihadistes dans le Sahel aujourd'hui. Ils se déplacent beaucoup plus avec des motos. C'est pas un fait nouveau. À une époque, donc sur la Seconde Guerre mondiale, c'était une belle réalité en fait. C'était quelque chose qui se faisait très bien en fait. Les gens se déplaçaient énormément à moto, y compris les militaires, tout simplement, y compris les campagnes militaires. Et c'est des troupes motorisées qui ont été donc utilisées pour vaincre les armées françaises et britanniques. Pendant cette période, les Allemands ont également envahi la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Ils ont utilisé en termes de logistique, en termes de transport notamment, tout ce matériel-là pour pouvoir tout simplement envahir ces différents pays, ces différentes régions qui donc fait la deuxième phase, la phase d'expansion. De 1941 à 1942, les Allemands ont continué à étendre leur empire et avancer la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en envahissant l'Union soviétique, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les Japonais ont également lancé une attaque surprise sur Pearl Harbor qui a entraîné l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et donc, il faut comprendre à quel moment le pays de l'oncle Sam est rentré dans la guerre. Les Alliés ont subi de nombreuses défaites lors de cette période-là parce que les Allemands s'étaient suffisamment préparés. Du moins, ils ont pris une certaine longueur d'avance en investissant largement dans la création de matériel de guerre. On va s'intéresser maintenant à la troisième phase qui est la phase de stabilisation. Les Alliés ont commencé à inverser la tendance en remportant des victoires sur les fronts africains et soviétiques. Les Soviétiques ont repoussé l'offensive allemande à Stalingrad, ce qui est historique, qui est assez connu. Je fais un petit clin d'œil aux Russes qui se bombent le torse toujours. Ben, c'est du mérite, hein, il faut le comprendre. Hein. La guerre n'est pas une affaire simple, même si aujourd'hui, pour ma part, hein, les Russes se retrouvent à être déclencheurs d'une guerre. Ben, voilà, il faut aller comprendre. Pendant que les Soviétiques étaient en train donc de repousser les Allemands à Stalingrad, il faut noter que les Alliés ont remporté la bataille de El Alamein en Afrique du Nord. Les Américains ont également débarqué en Afrique du Nord, ouvrant un deuxième front en Europe de l'Ouest. Alors là, c'était donc la troisième phase, la phase de stabilisation. On commençait par créer un équilibre en fait entre les deux parties. La quatrième phase, c'est la phase de l'avancée. Ici, les Soviétiques ont lancé une offensive massive à l'Est, tandis que les Alliés, il faut comprendre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont débarqué en Normandie. Bon, en ce moment surtout, hein, c'est les Anglais et les Américains qui ont débarqué en France et ont libéré Paris. Alors, les Soviétiques ont envahi l'Allemagne de l'Est, tandis que les Alliés ont traversé le Rhin et se sont dirigés vers Berlin. Les Soviétiques ont pris Vienne et les Alliés ont envahi l'Italie. L'Italie de Mussolini qui a été donc tuée à cette époque-là. Les Soviétiques et les Américains se sont rencontrés à Trogo, sur Elbe. Les Soviétiques ont pris Berlin et les forces alliées ont envahi l'Allemagne depuis l'Ouest. C'était donc la quatrième partie de la guerre
Et donc la cinquième partie, qui est la partie de la capitulation que tout le monde connaît très bien, les soviétiques ont envahi Berlin totalement et l'Allemagne s'est rendue le 8 mai 1945. Ils ont capitulé. Les Japonais ont continué à se battre jusqu'à l'utilisation des 2 bombes atomiques qui ont entraîné la réédition le 15 août 1945. Voilà, en termes d'histoire, les 5 parties de la Seconde Guerre mondiale. Et on se rend compte qu'à chaque partie, il y a quand même eu un déploiement immense de matériel de guerre. Il y a eu un déploiement, une occupation de terrain avec du matériel de guerre en quantité inimaginable. Et nous allons nous amuser maintenant à essayer de voir un peu quels ont été les chiffres de cette industrie de guerre. Parce que la Deuxième Guerre mondiale est une industrie de guerre. Il faut comprendre par là, quand on se dit sur la question des munitions simplement, vous savez que les Alliés ont produit plus de 100 milliards de balles et de mitraillettes. Plus de 100 milliards de balles et de mitraillettes. Nous sommes là sur des chiffres astronomiques, hein, parce que alors, cette vidéo nous rapproche encore d'une certaine réalité de la guerre. 17 millions de bombes, 2,3 milliards d'obus, 27 millions de mines terrestres. Vous imaginez un peu ce que ça représente en termes de fabrication industrielle. Alors quand on prend les véhicules, les Alliés ont produit et ont mis au service de la guerre environ 1,5 million de camions, 1 million de blindés, 100 000 chars. Alors sur les navires de guerre précisément, les Alliés ont produit près de 100 navires sophistiqués de guerre. On a donc mis en jeu 300 000 avions de guerre. 300 000 avions de guerre en termes logistiques. 400 sous-marins ont été construits dans cette période par la partie des Alliés. Et en termes de troupes, on est sur des chiffres approximatifs bien évidemment. En termes de troupes, vous avez 16 millions d'Américains qui ont pris part à la guerre. 5 millions d'Anglais et 2 millions de Français. Bon voilà, bien évidemment, dans ce chiffre des 2 millions de Français, permettez-moi de le dire, hein, il y a quand même un bon nombre d'Africains, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs béninois, camerounais, togolais, guinéens, beaucoup d'Africains qui ont été déportés à l'époque pour pouvoir faire la guerre. Bon, là n'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut quand même le rappeler parce que c'est quelque chose qui est assez pertinent. Ça d'ailleurs, ça défraie la chronique actuellement avec le film Le Tirailleur, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà autant de matériel de troupes que la partie des Alliés a mis en jeu pendant cette guerre-là. Alors, on va s'intéresser maintenant un peu plus à ce qu'a fourni, par exemple, les Soviétiques. Les Soviétiques se sont retrouvés avec une production et une mise en œuvre au cours de la guerre de près de 60 milliards de balles et de mitraillettes, 14 millions de bombes, 20 milliards d'obus, 30 millions de mines. Et pour les véhicules, nous sommes sur l'ordre, très clairement, d'1 million de camions qui étaient fabriqués par les Soviétiques, 500 000 blindés, 50 000 chars. Et sur les navires de guerre sophistiqués, vous avez 35 navires de guerre sophistiqués, vous avez 250 000 avions de guerre pour les Soviétiques et 300 sous-marins qui ont été fabriqués par les Soviétiques. Sur les troupes, c'est 14 millions en fait de troupes environ qui ont été déployées par l'Union soviétique durant cette Seconde Guerre mondiale. Nous allons également nous intéresser aux chiffres maintenant des Allemands. Et ça, on parle très bien de l'Allemagne de la guerre, pas l'Allemagne d'aujourd'hui. L'Allemagne d'aujourd'hui, c'est tout autre chose. Une nation assez démocratique. L'Allemagne hitlérienne, qui était l'Allemagne de cette Seconde Guerre, instigatrice, il faut le préciser, de cette Seconde Guerre mondiale, a pu produire en munitions 30 milliards de balles et de mitraillettes, 6 millions de bombes, 1,4 milliard d'obus, 20 millions de mines de terre. Sur les véhicules, l'industrie allemande a produit 800 000 camions environ, 500 000 blindés, 35 000 chars d'assaut, 45 navires de guerre. Avec les Allemands, nous voyons une production quand même de 300 000 avions de guerre. Les Allemands ont véritablement pris le pas sur les avions. Pour la petite parenthèse, l'histoire reconnaît aujourd'hui quand même que l'âme ultime d'Hitler était une fusée. Les ingénieurs d'Hitler avaient réussi à fabriquer des fusées qui étaient en test
Alors, il faut comprendre que c'était pas encore totalement ni pleinement opérationnel, mais Hitler s'imaginait pouvoir utiliser des fusées pour attaquer les États-Unis et attaquer les autres pays, notamment la Grande-Bretagne. On connaît aujourd'hui la force des fusées et les fusées aujourd'hui, grâce à Elon Musk, sont en train d'avoir des applications militaires. On le reconnaît avec la guerre de l'espace. C'est un autre sujet qu'on fera par la suite. On fera une autre vidéo là-dessus par la suite. Mais je profitais donc pour présenter cette parenthèse-là. Les Allemands ont été précurseurs des fusées. Très honnêtement précurseurs. Et beaucoup de travaux allemands d'ailleurs ont servi à la création ou à la mise en place des guerres, de tout ce qui touche à des engins de type ogive nucléaire. Avec les Allemands, on a eu 1200 sous-marins. Ils ont battu tous les records à ce niveau-là. Ils ont battu vraiment tous les records. Et en termes de troupes, les Allemands ont déployé 13 millions de troupes environ. Et on avait beaucoup d'enfants, moins de 15 ans, qui ont participé à cette guerre. Alors, notre sujet, c'est beaucoup plus la logistique. Quelles ont été les inventions logistiques qui ont permis à toute cette production de matériel de guerre de servir durant la guerre? Parce que tout ce matériel-là produit sans des systèmes logistiques ne pouvait pas servir au cours de la guerre. On a pu répertorier 5 grandes inventions logistiques durant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez d'abord le convoi de transport en mer. Ces convois ont été inventés, structurés, mis en place au cours de la guerre, en termes donc de stratégie logistique. Ensuite, vous avez les systèmes de transport aérien. Là, on a les balais aériens. C'est à ce moment-là qu'on voyait énormément d'entraînement sur les systèmes de vol couplés qui permettraient d'envahir l'espace aérien d'un pays et très rapidement de pouvoir cerner l'ennemi. On a également les systèmes de transport routier. Je profiterai pour vous parler des ponts flottants tout à l'heure parce que les systèmes routiers ont été rendus complexes et avancés grâce à la possibilité de pouvoir créer des rails, de pouvoir créer des ponts flottants, de pouvoir créer des routes de façon très rapide pour occuper le terrain. Et en plus, maintenant, on a du matériel roulant qui va être les véhicules, on a déjà vu tout à l'heure. Voilà ce que constitue le système de transport routier. A été inventé, beaucoup de choses ont été inventées durant la période de cette guerre au niveau routier. Le système de débarquement amphibie. Ici, on utilisait des formes de barges spécifiques qui servaient à occuper les plages, à débarquer sur les plages très rapidement. Les types de barges dans lesquelles les soldats se mettaient et essayaient de s'abaisser pour qu'on ne soupçonne pas que c'était des soldats qui vont débarquer là comme ça sur les plages. On a appelé ça les systèmes de débarquement amphibies. Et enfin, vous avez les radars qui sont donc liés à la communication durant la guerre, qui permettaient de pouvoir orienter précisément les positions de l'ennemi afin que les troupes puissent aller vers des positions permettant de frapper aussi les positions de l'ennemi. C'est donc 5 grandes inventions logistiques qui ont vu le jour durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je vous parlais tout à l'heure des ponts flottants. Quand il n'y a plus de ponts, quand on a coupé les ponts, mais ils ont imaginé, n'est-ce pas, des ponts flottants qui se déploient et qui permettent de pouvoir relier 2 étendues de terre séparées par de vastes étendues d'eau, notamment les lacs, les fleuves, les lagunes. Voilà ce que les ponts flottants qui sont quand même assez évolués aujourd'hui. L'autre enjeu qui est rentré dans la guerre aujourd'hui, qui n'était pas dans la guerre hier, c'est les drones. En termes logistiques, les drones, et ici vous avez un modèle de drone turc, la Turquie qui est en train aujourd'hui de prendre vraiment de l'avancée dans ce domaine. Les drones servent à larguer des charges explosives sans mettre en danger des équipages ou des pilotes. D'un point de vue logistique, ça permet de pouvoir aller collecter de l'information sur les positions ennemies, mais aussi à pouvoir détruire des positions ennemies en larguant des bombes ou en tirant des ogives. Tout simplement. Et ça fait partie aujourd'hui de ce qui couvre la guerre en Ukraine ou de ce qui détermine les enjeux au niveau de la guerre en Ukraine. Parce que les drones sont largement utilisés dans cette guerre. Vous avez ici les drones de fabrication
iranienne, les cauchemars, les pires cauchemars des Ukrainiens à l'heure actuelle où nous faisons cette vidéo, ce sont ces drones qui s'abattent régulièrement, qui pleuvent, voilà le terme adéquat, qui pleuvent sur les installations, les centrales énergétiques, les installations de distribution d'énergie, les installations d'eau pour paralyser l'Ukraine. Ça, je ne sais pas si on peut encore parler de logistique parce que ça, c'est carrément une arme en réalité. Les drones en situation de guerre sont considérés comme des armes quand elles ne servent qu'à frapper parce que les drones iraniennes n'ont qu'un seul but, c'est de frapper des positions. Eux, ils ne collectent pas d'informations, ils ont juste la possibilité d'être programmés avec des coordonnées GPS qu'ils vont frapper. Contrairement aux drones classiques utilisés dans la photographie, parce qu'il faut noter que beaucoup d'Ukrainiens amateurs ont perturbé cette guerre, cette avancée de la Russie en Ukraine, avec l'utilisation de drones, les drones de photographie qu'ils ont utilisés, qu'ils ont transformés pour pouvoir leur faire porter des charges explosives pour détruire l'artillerie russe. Donc, à la fois, ces drones amateurs collectaient des données sur les positions ennemies qu'ils transmettaient aux soldats ukrainiens. De la même manière, les drones sophistiqués, tels que ce type de drones-là, les drones de guerre, collectaient aussi les données sur les positions ennemies, les positions russes, pour pouvoir les filer tout simplement aux Ukrainiens. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne pouvait pas avoir, j'imagine un peu ce que Hitler aurait pu donner pour avoir une arme pareille. Ça lui permettait de connaître à tout moment les positions de l'ennemi parce que les tentatives d'espionnage que faisait l'armée allemande à l'époque pouvaient se solder par beaucoup d'échecs parce qu'il suffisait qu'ils sortent de l'espace aérien de l'Allemagne ou de la France quand elle était encore sous domination pour se faire abattre par les pilotes des Alliés. Du coup, des drones auraient été super importants en ce moment-là, mais malheureusement, ben voilà, chaque chose à son époque et n'ont pas pu avoir la possibilité d'avoir des drones en ce moment-là. Voilà autant de choses qu'il est utile de comprendre sur le rôle que joue la logistique en temps de guerre, de comprendre quand même que la logistique joue un rôle important, essentiel, indiscutable en temps de guerre. Retenez toujours qu'en temps de guerre, les amateurs parlent de stratégie pendant que les professionnels parlent de logistique. Il existe bel et bien une logistique de la guerre qui s'enseigne dans les prétalés militaires, dans les grandes écoles de guerre. Ça s'apprend. Les grands commandants généraux sont des personnes qui sont évaluées sur leur capacité à jouer à des jeux d'échecs. Et on sait qu'avec les jeux d'échecs, c'est comment occuper l'espace de l'ennemi jusqu'à aller tuer l'ennemi dans son cachot. Et ce qui vous permet d'arriver à faire ce genre de choses, ce qui vous soutient dans ce genre d'activité, c'est la logistique. Si vous êtes logisticien, retenez que vous pouvez servir encore dans l'armée en déployant des stratégies logistiques. Mais pour ça, évidemment, il faudra être général un jour. Vous pouvez toujours faire carrière avec vos diplômes de logisticien au sein de l'armée en servant à travers le service militaire et avec vos compétences de logisticien. C'était une vidéo pour vous présenter la thématique de la logistique de guerre. À la présentation, je suis Eusto du cabinet Pôle Logistique Consultant Formateur. Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à suivre dans la description les liens que nous avons mis pour retrouver toutes les formations que nous donnons sur la logistique. Nous sommes spécialisés en logistique et nous vous remercions si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour rester toujours à l'affût des vidéos, des contenus pareils que nous publions. À très vite.